Alors voici quelques éléments d'analyse pour les premières strophes du Serpent qui danse de Baudelaire. Donc vous avez le texte qui s'affiche, que j'aime voir, chair indolente de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau, sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Alors on va regarder ces trois premières strophes. Vous avez remarqué que le poème était marqué par l'hétérométrie. Donc je vais vous prendre des notes ici. C'est-à-dire que les vers ne sont pas tous de la même longueur. Vous avez des vers qui sont des octosyllabes et vous avez des pentasyllabes. Donc les octosyllabes sont systématiquement en rime féminine, comme indolente, vacillante, profonde, vagabonde, s'éveille, appareil, et les pentasyllabes, qui sont donc des pentasyllabes, qui sont donc des vers impairs, ce qui est plus rare dans la métrique française, sont marqués par des rimes masculines, qui alternent avec les rimes féminines, donc beau, peau, parfum, brun, matin, lointain. Cette alternance de rimes féminines et de rimes masculines permet de créer la dualité du poème, puisque tout le poème tourne autour de cette complémentarité entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin. Et de la même manière, le poème nous raconte l'ondulation du corps de la femme, observée comme un spectacle par l'homme, spectacle qui va lui permettre d'entrer dans le rêve poétique. Et cette ondulation, elle est mimée par la rythmique des vers, par cette alternance entre des vers plus longs et des vers plus courts. Ça représente les courbes du corps féminin et cette ondulation de la marche de la femme qui est célébrée dans le poème. Alors, regardons cette première strophe qui va être marquée par la sensualité. Et la sensualité, c'est chez Baudelaire une des portes vers le rêve poétique. Vous le retrouvez tout le temps chez Baudelaire. Je vous conseille d'aller voir le PowerPoint qui était consacré à la femme chez Baudelaire et que vous avez dans le cloud. Tout est bien repris. Donc la femme ici n'est pas simplement un objet érotique. Vous avez un poème qui a une charge érotique, mais ça ne s'arrête évidemment pas là. L'érotisme, c'est ce qui va permettre au sens du poète de le faire accéder au voyage poétique. Et ce thème du voyage, il est extrêmement important, et vous l'avez ici. L'âme du poète est comparée à un navire qui va pouvoir aller voguer sur la mer qui est la chevelure de la femme, qui va pouvoir donc aller voguer vers la contemplation poétique. Alors ce poème, vous devez le rapprocher du poème 27 des Fleurs du Mal, que je vous remets, non pas ici, que je vous remets là. Avec ses vêtements ondoyants et nacrés, même quand elle marche, on croirait qu'elle danse, comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés au bout de leurs bâtons agitent en cadence. Alors on retrouve tout le vocabulaire de notre poème, donc il faut vraiment mettre ces deux poèmes en parallèle, en binôme. Comme le sable morne et l'azur des déserts, insensibles tous deux à l'humaine souffrance, comme les longs réseaux de la houle des mers, elle se développe avec indifférence. Donc, ce thème de l'indifférence de la femme, on l'a dès notre premier vers, chère indolente. Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, donc ça vous rappelle, tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. Et dans cette nature étrange et symbolique où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique, où tout n'est corps, acier, lumière et diamant, resplendit à jamais comme un astre inutile la froide majesté de la femme stérile. Donc ce sont surtout les deux strophes, la première et la troisième. Donc ça c'est un sonnet, c'est le premier quatrain et le premier tercet qui sont à mettre en relation avec votre poème. Vous pouvez les utiliser en intro, en ouverture ou dans le corps de votre commentaire pour développer l'idée que ce n'est pas une thématique unique chez Baudelaire, mais ça fait partie d'un réseau, fait partie de quelque chose qui relève de l'obsession baudelairienne. Vous savez que Baudelaire est un poète obsessionnel, ce sont toujours les mêmes thématiques, toujours la même esthétique qui reviennent dans ses poèmes. Donc là, vous en avez un bon exemple. Alors, donc la première strophe. Donc le poème est décomposé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 strophes. Et vous avez une strophe pivot au milieu, donc il y a 4 strophes. Une strophe qui fait apparaître dans le vers central, on dirait un serpent qui danse, le titre du poème. Et puis 4 strophes. Donc c'est extrêmement construit. Vous savez que Baudelaire a des liens avec le Parnasse, que les Fleurs du Mal sont dédicacées à Théophile Gautier, non pas en tant que poète romantique, mais en tant que fondateur du Parnasse. Donc le Parnasse est aussi appelé l'art pour l'art.
Et ce sont des virtuoses. Il y a une virtuosité technique chez les poètes parnassiens, avec cette idée que vraiment le poème est un pur objet d'art, comme une pierre précieuse, et que ça doit être poli, taillé, particulièrement travaillé. Donc là, vous avez un poème qui est d'une rare densité et d'une rare virtuosité technique. Que j'aime voir, chair indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Vous repérez immédiatement la comparaison. En fait, dans ce poème, vous allez avoir un millefeuille de métaphores. Elles vont s'empiler. Et il y a une image essentielle, une image principale par strophe. Donc ici, c'est l'image de l'étoffe, de la peau, qui est comparée à l'étoffe. Alors, qui parle? Que j'aime voir, chair indolente. Le poète parle lui-même à la première personne du singulier et il s'adresse à la femme qui l'apostrophe, chair indolente. Femme qui va être reprise à travers l'adjectif possessif ton. Donc le poème, c'est au départ un dialogue. Le poète s'adresse à la femme, mais évidemment, à travers elle, il s'adresse au lecteur. Donc c'est une situation dans laquelle les deux interlocuteurs sont en présence physiquement l'un de l'autre, puisque le poète est dans une posture de contemplation, c'est le verbe voir dans le premier vers. Le poète est dans une posture de contemplation. Contemplation de quoi? Eh bien du corps de la femme, qui va être l'objet central de sa contemplation, qui va être le cœur du spectacle offert au poète. Donc ce corps, il va le détailler à travers un certain nombre de détails, justement, et ça ressortit de l'esthétique du blason, qui est une forme poétique célébrant des parties du corps. Donc le blason, c'était très très à la mode à la Renaissance. Donc c'est une forme assez ancienne, on en a dans l'Antiquité, on en a au Moyen-Âge, mais c'est vraiment le moment où ça explose, c'est la Renaissance, et vous allez avoir le blason du sourcil, le blason de la main, le blason de l'œil, le blason du sein, etc. Par exemple, chez Clément Marot, c'est un des grands producteurs de blasons, ou chez Maurice Sèvres aussi. Donc, ils sont des poètes de la Renaissance. Et donc, il est dans une posture de contemplation, il contemple le corps de la femme. Cette femme entretient avec lui une grande intimité, chair indolente. C'est le cher qui vous parle de cette intimité amoureuse entre le poète et la femme. Et ici, on est dans le cycle de Jeanne Duval, donc la mulâtresse, qui était une demi-mondaine, qui avait été longtemps la maîtresse de Baudelaire. Vous vous souvenez qu'il y a 3 femmes essentielles qui sont célébrées dans les Fleurs du Mal. Jeanne Duval, elle est du côté du spleen et pas du côté de l'idéal. Elle est essentiellement du côté de l'érotisme, du corps, de la matière, de la célébration, de la sensualité. Alors que vous aurez Madame Sabatier, par exemple, qui sera plutôt idéalisée, qui sera plutôt du côté donc, de l'idéal. Alors que regarde-t-il? Il regarde son corps. Ce corps est marqué par le thème de la beauté. La beauté, c'est un thème central dans l'esthétique, dans la poésie baudelairienne. Il y a plusieurs poèmes s'intitulent La beauté. Vous avez des poèmes célébrant la beauté en tant que concept esthétique, et pas simplement des beaux corps ou des beaux objets ou de belles œuvres d'art. Vous vous rappelez que, vous pouvez le mentionner à ce moment-là, que Baudelaire était critique d'art et qu'il s'est rendu célèbre par ses critiques des salons. Et donc, il n'est pas surprenant de voir chez un poète d'une manière générale une célébration de la beauté, mais chez Baudelaire, ça prend vraiment une dimension particulière. Et la beauté essentielle qu'il célèbre, c'est la beauté picturale, la beauté des choses que l'on regarde. Par opposition à la beauté de l'âme, la beauté musicale, d'autres types de beauté. Il n'y a pas du tout de célébration, par exemple, chez Baudelaire, de la beauté de la nature. C'est extrêmement rare, il y en a un peu dans Parfums exotiques, dans quelques poèmes exotiques, justement. Mais sinon, il n'y a pas de célébration de la beauté de la nature française, par exemple. Il ne se balade pas dans les campagnes, ne célèbre pas la beauté de la ville. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est la beauté des tableaux et la beauté des corps, et essentiellement des corps féminins. Alors ce corps, par quoi est-il marqué? Par quoi se caractérise-t-il au départ? Par la peau. Et cette peau, elle miroite comme une étoffe vacillante. Alors là, vous avez un jeu métaphorique, et c'est un jeu métaphorique qui est multiple, parce que vous avez une première comparaison qui met en relation la peau avec un tissu. Et vous vous souvenez des correspondances, donc le poème Correspondance, qui établit la théorie des synesthésies. Et dans cette théorie, les parfums, les sons, les couleurs se répondent.
Et ici, la peau va être comparée à une étoffe. Une étoffe, ça se voit, mais ça se touche. Donc il y a la vue plus le toucher. Et l'idée de la vue va être reprise dans le miroitement. La peau peut difficilement miroiter, c'est-à-dire refléter la lumière, renvoyer la lumière. Et la peau ne va miroiter que si elle est huilée, que si elle est grasse ou que si elle est mouillée. Donc on a l'idée ici quand même, si on regarde les dénotations simples, d'une femme qui fonctionne comme une pierre précieuse, comme un tissu soyeux qui va pouvoir renvoyer la lumière, et à ce moment-là, ça renvoie à toute une idée de texture. Il faut que le toucher soit soyeux, il faut que le toucher corresponde à un certain type de tissu précieux. Et on a aussi peut-être au niveau érotique le fait que la peau de la femme est moite, donc soit on est dans un environnement très chaud qui indiquerait que la femme est nue, parce que pour que sa peau miroite, il faut qu'on voit quand même une certaine quantité de peau. Donc la femme doit être nue, et en plus, cette nudité associée à de la moiteur renvoie à un contexte érotique. On est dans une situation après acte sexuel où le corps garde encore cette chaleur de l'acte sexuel. Donc c'est comparé à une étoffe. L'étoffe, c'est donc le toucher, mais cette étoffe, elle est vacillante. Et vacillante introduit une impropriété. Une étoffe ne peut pas vaciller parce que ne peut vaciller que quelque chose qui se tient debout. Donc vacillante s'applique en réalité à la femme. Ça veut dire que la femme a une démarche bancale, pas assurée, qui n'est pas ferme, qui est oscillante. Et ça ne peut pas s'appliquer à une étoffe, puisqu'une étoffe ne peut pas par soi-même tenir debout. Donc là, on voit l'entremêlement des images dans les comparaisons baudelairiennes. On n'a pas une simple comparaison avec une simple mise en relation de deux éléments. Dans les comparaisons baudelairiennes, dans les métaphores baudelairiennes, les deux univers s'enlacent vraiment, s'imbriquent, se fusionnent dans l'image. Sur ta chevelure profonde aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Là, on n'a plus de comparaison, mais une métaphore. La chevelure est comparée à une mer. Ça aussi, ça relève des motifs baudelairiens obsessionnels que vous trouvez par exemple dans le poème La Chevelure, qui est juste avant Le Serpent qui danse, aux toisons moutonnant jusque sur l'encolure, aux boucles, aux parfums chargés de nonchaloir, extase. Pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la merde, la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent, et là vous avez le thème maritime qui revient, sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. Donc vous avez exactement le même thème dans la chevelure. La chevelure est une porte ouverte vers le rêve, et en cela, l'aventure poétique est comparée à un voyage, et qui dit voyage chez Baudelaire dit bateau. Vous rapprochez ça par exemple de sa biographie. Vous savez que quand il était assez jeune, Baudelaire s'est un peu enfui, et qu'il a entrepris un voyage en bateau vers les îles exotiques, voyage qu'il a interrompu assez rapidement. Mais ce thème du bateau, du voyage maritime est extrêmement présent chez Baudelaire, et vous pouvez faire des parallèles avec. Sa chevelure, elle est profonde. Une chevelure ne peut pas être profonde parce qu'une chevelure n'a pas de volume vertical. Or, la profondeur est une notation de volume horizontal ou vertical. Donc là encore, l'adjectif n'est pas parfaitement adapté, donc il prend une charge métaphorique, et la chevelure est comparée à une sorte de gouffre dans lequel on peut s'abîmer, dans lequel on peut plonger, et là encore, on est dans la chevelure. Cet adjectif renvoie évidemment, appuie évidemment, anticipe, annonce la métaphore de la mer. Donc c'est la mer qui est profonde, pas la chevelure. La chevelure, par quoi est-elle caractérisée? Par son volume, sa texture, comparée à celle de la mer, et par ses parfums. Donc là encore, on retrouve une thématique érotique centrale chez Baudelaire, et puis on retrouve également cette obsession des parfums. Donc aller lire Le Flacon, aller lire tout un réseau de poèmes qui évoquent cette question des parfums. Et donc dans les synesthésies, la chevelure, c'est quelque chose qui se voit et qui se touche, et visiblement qui se respire également. Donc on a trois des sens qui sont mobilisés dans l'évocation de la chevelure. Et elle est comparée à une mer odorante. Et là, vous voyez comment les deux images fusionnent. C'est-à-dire que la chevelure est qualifiée par un adjectif qui renvoie en réalité à la mer profonde, alors que la mer est caractérisée, qualifiée par un adjectif qui renvoie en réalité à la chevelure. Vous voyez l'imbrication, la fusion
des deux images. Mère vagabonde, le thème de la liberté est essentiel chez Baudelaire, et c'est cette liberté, ce vagabondage, cette errance qui va pouvoir permettre le rêve poétique. La vue est à nouveau suscitée par la couleur qui est donnée à l'eau de la mer. Or, cette couleur caractérise, mélange à la fois la mer par le bleu et la chevelure par les bruns. On imagine bien une mer, on n'est pas dans une mer de lagon des Caraïbes, vous voyez, une mer turquoise, transparente, etc. On sent que cette femme, qui était qualifiée d'indolente, donc d'incapable de souffrir, d'indifférente, et vous reprenez ici l'albatros, indolent compagnon de voyage. Les albatros étaient eux aussi qualifiés d'indolents. Donc l'indolent, c'est l'indifférent qui ne souffre pas, qui est protégé en fait de la souffrance humaine. Donc cette femme, elle est indolente, elle est inaccessible, et elle est mystérieuse parce que sa chevelure est profonde, parce que les flots sont bleus et bruns comme une mer lors d'une tempête, comme une mer qui est sous un ciel d'orage. Et ces parfums sont âcres, donc il faut bien imaginer que cette sensualité n'est pas seulement une cause de plaisir, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, et chez Baudelaire, la souffrance est toujours associée au plaisir, repensez à Léoton Timorouménos, donc la douleur est toujours associée au plaisir, et cette femme, elle est attirante parce qu'elle est mystérieuse, elle est attirante parce qu'elle peut le faire souffrir. Il y a une sorte de masochisme du poète chez Baudelaire, tout est plus, on vit plus intensément quand on souffre. Et en ça, c'est vraiment un post-romantique. Vous voyez, c'est un héritier de Musset, c'est un héritier de Vigny, dans cette idée que la souffrance va être associée à la profondeur de l'amour. Donc, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Donc, l'âme, il faut bien remettre les choses dans l'ordre, l'âme va partir, va appareiller, va partir en voyage. Appareiller, c'est un terme de navigation qui renvoie au fait de charger un navire, de préparer un navire pour qu'il puisse partir. Donc l'âme va appareiller, c'est pour ça qu'elle est comparée à un navire, et ce navire, eh ben, il va naviguer sur la mer qui est formée par la chevelure de la femme. Il faut remonter, vous voyez. Donc c'est une action qui vous est décrite ici. Jusqu'à présent, on était dans une simple description, le poète était passif, que j'aime voir. Il était passif et il observait un spectacle. Et ce spectacle va mettre le poète en activité. Ça, c'est le verbe appareiller qui vous le dit. Donc il va le mettre en activité, mais qu'est-ce qui est en activité? Ce n'est pas le corps du poète, c'est son âme qui va pouvoir entrer dans l'univers du rêve qui est décrit par le groupe prépositionnel pour un ciel lointain qui est indiqué comme étant la destination du voyage. L'objectif, ça c'est le pour qui vous le dit. Le voyage, il doit forcément nous éloigner. Il doit forcément nous tirer de notre monde qui est marqué par la boue, pour revenir à votre problématique, et il doit forcément nous éloigner vers un ailleurs qui va être idéalisé, vers un ailleurs qui va être épuré. Et donc on a tous ces thèmes chez Baudelaire, l'ailleurs, l'azur, l'idéal, qui renvoie à cette destination du rêve poétique. Le navire est humanisé dans la proposition subordonnée relative qui s'éveille. Il est humanisé puisque l'éveil renvoie à l'idée de sommeil, à l'alternance jour-nuit, et évidemment un navire ne dort pas, donc c'est le poète lui-même qui peut dormir et s'éveiller, donc c'est une personnification qui va là encore resserrer les liens entre le comparé et le comparant, resserrer les liens entre l'âme et le navire, donc resserrer les liens entre ces deux pôles de l'image baudelairienne. Je vous montre depuis le début de cette explication que c'est comme ça que Baudelaire fonctionne, avec cette fusion du comparé et du comparant. Ok, donc je vous avais dit qu'on faisait les 3 premières strophes, donc voici l'essentiel de ce que vous pouvez reprendre. N'hésitez pas à ajouter des éléments et à préparer ainsi votre explication. Alors je reviens aussi sur quelques éléments musicaux. N'hésitez pas à relever les allitérations. Voilà, allitération en M et en L pour évoquer le voyage, donc éveil, appareil, lointain, ciel pour l'allitération en L. Allitération en M comme matin, mon âme.
Donc vous avez cette fusion entre deux sonorités qui sont très coulantes, qui sont très liquides et qui vont parfaitement représenter le projet baudelairien. Et ce rêve, c'est un rêve d'idéal, mais un idéal qui est quand même toujours, qui est musicalement dit en mode mineur. Parce que regardez, vous avez exclusivement comment dire, des voyelles qui ne sont pas pures. Pour, un, donc pour c'est une diphtongue, un c'est une voyelle nasalisée, ciel, vous avez les deux qui fusionnent en hiatus, loin, diphtongue nasalisée, tin, diphtongue nasalisée. Et quand les diphtongues quand les voyelles ou les diphtongues sont nasalisées, comme ça donne une sonorité atténuée. On ne peut pas les crier, vous voyez, c'est pas quelque chose d'éclatant, de gai, c'est quelque chose d'assez sourd, et vous le retrouvez partout, ça, vous voyez, profonde, parfum, vagabonde, odorante, brun. Donc c'est une sonorité particulière, faut vraiment, c'est comme faut penser à certains nocturnes de Chopin, vous voyez, qui sont en mode mineur. Donc on a quelque chose qui est très atténué, un peu mélancolique. Et vous avez aussi une allitération en V qui va mimer, musicalement le glissement du navire sur les flots, mais aussi mimer la forme même du navire. Quand vous regardez une coque de navire, ça représente un V, et donc vous l'avez à chevelure, vagabonde, navire, éveil, vent, rêveuse. Ok ? Donc allez aussi étudier cette musicalité qu'on trouve partout dans ces strophes absolument sublimes. Je vais vous faire écouter la mise en mots de ce poème par le projet 17. Hop, pour que vous l'ayez dans votre écran. Que j'aime voir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille. Au vent du matin, mon âme rêveuse appareille, pour un ciel lointain. Comme un navire qui s'éveille, au vent du matin, mon âme rêveuse appareille, pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont de bijoux froids aux semelles, l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant, et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur. Un ciel